Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire du jour, c'est BNP Paribas Banque Privée. Pour rappel, aujourd'hui, 25% des startups échouent dès les 2 premières années de leur existence, et c'est jusqu'à 50% au bout de 5 ans. Et justement, BNP Paribas Banque Privée a lancé plusieurs initiatives afin de les aider à consolider leur réseau et à adopter dès le début les meilleurs choix patrimoniaux. Le groupe BNP Paribas accompagne aujourd'hui 1/3 des PME et 2/3 des ETI françaises, mais aussi 85% du Next 40 et 78% de la French Tech 120. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un banquier privé sur leur site internet, rubrique Prendre rendez-vous. N'hésitez pas également à les suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram @partnerinbusiness tout attaché. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous faire confiance et de nous permettre de vous proposer ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, oui, nous sommes en vidéo, donc je regarde la caméra. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Je ne cache pas mon enthousiasme car j'ai 2 stars de la tech, 2 stars au féminin. Ça va les chevilles, les filles? Bon, Roxane, Charlie, comment allez-vous? Super, très bien, très bien. Très content, moi en tout cas, d'être là. Où sommes-nous? Allez, Rox, petite. On est à Station F. On peut pas être ailleurs. Station F. Je quitte pas Station F, moi, tu le sais. Plus grand campus de start-up au monde. Les gens disent encore incubateur. Bon, ça m'énerve un peu, mais pas plus que ça. Je crois que Clara Chapas, dans mon podcast, a parlé d'incubateur. Mais après, j'ai repris en mode... On aime bien Clara. Et toi, Charlie, comment vas-tu? Et vas-y, dis-nous qui es-tu. Oh, super. Non, tu ne bosses pas chez Station F. Non, j'y suis pas très souvent parce que c'est pas à côté de la rédaction des Échos. Donc, je suis journaliste, chef du service start-up aux Échos. Je crois que le ton est donné. Bizarrement, on ne va pas parler de votre job de CEO dans votre structure, parce qu'en plus, toi aussi, t'es CEO in a way, ou pas? Oui, si tu veux, oui. D'une partie de la Intrapreneur, oui, si on peut dire ça, allez. Non, mais aujourd'hui, on va prendre le pouls de l'écosystème. J'ai une première question à vous poser. Avec combien d'entrepreneurs vous échangez environ par semaine? Est-ce que vous avez une idée? Ça, t'aurais dû nous la faire à l'avance. Plus que moi. Ouais, je sais pas, je sais pas estimer. Échanger, c'est quoi, c'est un mail? Je sais pas, un mail, même une discussion de 5 minutes, mais... C'est beaucoup. C'est beaucoup, on est d'accord. Ouais. C'est quoi, c'est une dizaine par jour, vous diriez? Plus que ça. Plus? Non, moi moins, parce que je suis quand même obligée d'écrire, tu vois, oui, c'est vrai. entre-temps. Mais j'en ai quand même beaucoup, parce que moi, je me fais forcément un café et un déjeuner. Donc déjà, tu sais qu'il y a à peu près de discussions, oui. Okay. Et après, j'en ai plusieurs au téléphone pour des interviews. Puis après, juste comme ça, un petit peu. Donc, moi, j'essaie de me limiter, je pense, à 7-8 par jour. Mais ce qui est beaucoup, puisqu'encore une fois, j'écris un article par jour. Tu fais 35 par semaine. Et toi, tu gères un peu plus? Moi, c'est plus... Mais moins. Et j'en ai aussi en format groupe. Donc, je peux avoir, tu vois, une vingtaine. Non, on compte pas les onboarding. Non, je compte même pas les onboarding là-dedans. Non. Je fais encore des onboarding, je fais encore des visites, bien sûr. Tout le monde contribue. Non, mais ça peut être, je dis n'importe quoi, entre 10 et 20 par jour, je pense, minimum, facile. Si je vous pose la question, j'allais vous dire ça apporte quoi? Bon, évidemment, ça ouvre les chakras, l'ouverture d'esprit, mais surtout... C'est quoi ce que vous avez remarqué? D'ailleurs, je vais vous poser la question. Bon, Station F, c'est 2017. Ouais. 6 ans. Oui, bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Et toi, Charlie, depuis quand t'es aux Échos? 2 ans et demi. Mais je suis dans l'univers des startups depuis bien avant. Ça doit faire 7-8 ans. Moi, j'ai connu l'ouverture de Station F. T'as connu Roxane, elle était bébé comme ça. Oh là là. C'est comme Forget. Bon, alors disons-le, je crois que Roxane, t'es la plus âgée. Ouch. Non, désolé, ça c'était juste méchant, désolé. Non, la question est toute simple. C'est quoi que vous avez remarqué depuis 2018? On va prendre un par un. La première chose, levée de fonds, évidemment, et renta, je pense qu'on va parler. Mais surtout les techs, le genre de boîte qui sort
Est-ce qu'on est vraiment sur de la deep tech avec, je pense qu'on parlait pas de rentabilité, mais même faire ses premiers euros à plus de 3 ans, ou est-ce que là on est vraiment dans des trucs où les gens vont vraiment essayer leurs produits avant même de le mettre sur le marché, et peut-être plus dans du concret, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut... Enfin, je sais même pas par quoi commencer. Quand on a commencé Station F, déjà, on n'était même pas sûr que le bâtiment soit rempli. Donc, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs que ce qu'on imaginait. Je pense juste en termes de levée de fonds, je pense les premières années de Station F, on comptait peut-être 300 millions sur une année. Et l'année dernière, on a dépassé 1 milliard juste sur les boîtes de Station F. Okay. Là, on commence à avoir des tendances. Enfin, j'ai l'impression que la France, en termes de crédibilité, est vraiment très bien positionné. C'est peut-être le leader maintenant un peu incontesté, au moins sur l'IA et quelques sujets. Europe. Ouais, en Europe. On a quand même une grosse place. Ouais, j'ai l'impression, surtout cette année. Ok. Je te laisse peut-être compléter. Non, mais t'as raison. Et on a peut-être un peu l'impression de se dire la French Tech forcément est formidable sur l'IA parce qu'on a ce prisme Cocorico. Mais moi, j'ai pas mal demandé, notamment au moment de Slush, qui est un gros événement startup qui se passe en Finlande tous les ans. Et j'ai demandé à pas mal de VC, donc britanniques et américains, et ils te disent si, c'est vrai. Sexy. Ouais. Surtout en IA, ils disent on est passé devant Londres, voilà, donc c'est pas, On l'explique comment, ça, juste, je sais qu'il y a des grosses boîtes, des Hugging Face, des Mistral qui portent l'étendard de la France, mais c'est quoi, c'est le QTI aussi, je crois qu'il y a toi qui as rencontré, le CEO de, c'est quoi, c'est Google qui de Google, tout à fait. Sundar, on l'appelle. Voilà, on l'appelle avec comme son ça. prénom, voilà. Je me souviens, tu nous as envoyé un mail ce jour-là. Raconte un petit peu, ouais. Est-ce que c'est tous ces trucs-là quoi, est-ce qu'on revient enfin au truc de on a des super ingénieurs en France, et ben ils restent en France et ils créent de la valeur en France. Oui, t'as le fait qu'il y a pas mal, donc il y a eu des GAFA qui ont créé leur laboratoire d'intelligence artificielle, donc comme Facebook, ce qui fait que t'as beaucoup de talents qui étaient peut-être partis aux États-Unis. Je pense notamment à Alexandre Lebrun, qui est venu vraiment à l'initiative de ce laboratoire d'IA de Facebook, qui avait revendu sa boîte aux États-Unis, qui était resté là-bas, finalement qui revient. Et je pense qu'il y en a plein qui ont fait la même chose et ça a commencé à créer tout un écosystème. Pareil pour Google, tu as un gros centre de R&D à Paris, qui fait que ça a concentré pas mal les talents et qu'au bout d'un moment, maintenant, c'est aussi un peu plus sexy de créer sa start-up qui a peut-être 10 ans. Donc tous ces talents ont peut-être eu envie de créer. Je pense qu'il y a cet effet-là. Tu le vois, toi, des boîtes qui rentrent à Station F? Complètement. Je pense qu'il y a à la fois ça, mais je pense déjà il y avait plein de Français déjà dans toutes ces boîtes. Donc, en fait, la France a toujours été hyper bien représentée chez les GAFA, dans tout ce qui était data science. Donc j'ai l'impression qu'on était déjà présent. Aujourd'hui, l'écosystème est suffisamment sexy pour que les gens reviennent. Et l'entrepreneuriat est aussi suffisamment crédible comme métier pour que les gens lancent leur boîte. Donc de voir des chercheurs qui quittent leur boîte, ça c'est quelque chose qu'on avait peut-être moins vu les années passées. Et cette année, j'ai l'impression avec Mistral, avec Holistic, il y a plusieurs boîtes où on voit des chercheurs de très haut niveau qui disent en fait j'ai plus envie d'être chercheur, j'ai envie d'être entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment pour moi la nouveauté. Et tu peux aussi plus facilement attirer des talents étrangers, notamment, pas pour leur faire la pub, mais le French Tech Visa. J'en ai encore vu qui m'ont dit, c'est grâce à ça, ça a accéléré ma venue en France. Et des fois, il y en a qui se posent la question, je vais plutôt au Royaume-Uni, France, Allemagne. Et grâce à ça, n'empêche qu'ils vont plus facilement aussi en France. Parlant de l'écosystème, 30 secondes, à part ça, on dit que la France est un Eldorado pour monter une boîte. Et je pense que vous qui êtes dans l'écosystème depuis un bout de temps, il y a tellement de choses que vous prenez pour acquis, mais déjà toutes les aides financières qu'on nous propose. Et en plus vous avez voyagé, donc qu'est-ce qu'on a de mieux en France sur l'écosystème à ce niveau-là? Là, c'est vraiment pour attirer les gens qui nous écoutent à enfin se lancer, à leur dire qu'il n'y a aucune excuse. On est au meilleur endroit, au meilleur moment. Il y a plus d'excuses en vrai. Enfin, toutes les infrastructures sont là. On vient de parler de talent, mais c'est pas que talent dans l'IA. En fait, il y a vraiment dans tous les secteurs, j'ai l'impression, on a des très très bons niveaux. En infra, on a maintenant, tu vois, des sites comme Station F, mais pas que, parce que Station F, maintenant, je dis aux gens, c'est juste un tout petit pourcentage de ce qu'il y a dans l'écosystème. Mais en termes d'aide, tu l'as dit, je pense en vrai, il y a peut-être 5-10 ans, on bâchait un peu les aides publiques. En fait, c'est un moteur pour l'écosystème. Si on regarde, je pense que si on comparait avec les fonds les plus actifs, la BPI est largement au-dessus. Pôle emploi qui permet aussi à tout le monde de se relancer quand il quitte un emploi. Enfin, vraiment, je pense qu'on est dans une situation assez exceptionnelle.
Je Ouais. partage ça. Ah ouais, pas grand-chose à rajouter en termes d'aide. Et puis non, après, moi, je le compare plus parce que moi, je vais aussi souvent en Afrique et c'est là que tu vois, je pense que des fois, il faudrait que certains entrepreneurs aillent faire des petites learning expeditions là-bas parce que tu vois la difficulté, la résilience des entrepreneurs. Alors, je dis africains, c'est pas un pays, hein, évidemment, mais j'ai visité quand même pas mal de pays et mais les situations sont à peu près les mêmes parce que tu as quand même des problèmes de stabilité, tu as des problèmes de monnaie, toutes les choses, c'est un peu basique, on n'y pense pas, mais c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup de chance, voilà, et en plus de tout ce que Roxane a dit, quoi. On avait couvert ensemble, Rox, je me souviens, à Lyon, à H7, la mort, entre guillemets. Enfin, pas la mort, mais la tombée de The Family. Beaucoup ont trash-talké dessus en disant que depuis, personne ne fait rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je dis à vous deux, parce que vous aussi, vous créez du contenu et vous êtes là aussi pour inspirer les gens, in a way, à entreprendre. Mais est-ce qu'il y a un boulevard? Est-ce que là, The Family a laissé une place pour quelque chose de physique, un porte-étendard qui crée du contenu, qui est vraiment la référence. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, évidemment, ils ont laissé une place parce qu'ils avaient apporté tellement de valeur à cet écosystème. Je pense aussi qu'ils avaient un style qui était assez différent des styles qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense que, il y a aujourd'hui tellement de choses qui existent. On commence à voir aussi d'autres sites qui n'existaient pas à l'époque. Je pense à Exa qui a lancé récemment. Je sais qu'il y a des VC qui vont bientôt ouvrir des sites dans le centre de Paris. Enfin, j'ai l'impression que les choses continuent, les choses évoluent. Okay. Mais c'est peut-être surtout, ils avaient un style qui était aussi très, comment je peux dire ça? Ils attiraient des personnes qui étaient aussi loin de l'écosystème. Ils ont rendu l'entrepreneuriat hyper sexy. Ouais. Mais pareil que Station F et le lieu physiquement, t'as envie de le visiter aussi. Oui. Bah, je pense en fait, ils avaient un style, ils avaient un réseau, ils avaient une façon de faire qu'aujourd'hui, il y a personne qui est vraiment comparable à ça. Donc c'est du network effect qui manquerait, au-delà juste d'un lieu physique ou de l'accompagnement. Je sais pas, puis vous faites pas mal d'événements aussi, donc je pense pas qu'il y ait besoin vraiment d'un nouveau The Family. C'était super en 2012-2013 parce que l'écosystème était vraiment tout petit. On savait pas ce que c'était une start-up. Là aujourd'hui, il y a tellement de structures, tellement de contenu sur Internet, tellement d'aide. Je suis pas sûre. Et on parle aussi de aller chercher des gens qui sont pas dans ce milieu-là. Bah, tu vois, vous le faites ici. Vous avez un programme, le Fighters Programme. T'as la French Tech Tremplin. T'as quand même pas mal de choses. Les déterminés avec Moussa Camara, Diversides. Il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai donné passer dans ce podcast. Vas-y, continue. Peut-être qu'il y en a Latitude aussi qui offre pour une tech plus green. Ça arrive le 25 mars. Petit teasing. Si je continue juste un tout petit peu dedans, pour les gens qui nous écoutent, si demain on devait se lancer, alors on oublie, moi qui ai fait les decks, j'ai jamais rien entendu sur l'entrepreneuriat, bon, j'ai pas fait la filière entrepreneur, donc c'est peut-être la raison, mais j'ai grave appris en autodidacte en rencontrant des gens. C'est quoi ce que vous recommanderiez à des gens qui s'intéressent de près ou de loin à ça, à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est vraiment traîner à Station F et ils peuvent bien sûr traîner à Station F s'ils veulent. C'est quoi les contenus en ligne ou des events que vous aimez? Bah, en fait, ça fait un moment que je vois plus de hackathons, mais à l'époque, je conseillais vraiment des formats Startup Weekend. Je crois que il y en a plus vraiment en France, ou en tout cas, moi, j'en ai pas vu récemment. Ouais, un truc qui marche. Mais en fait, je me disais, c'était une super façon de ne pas devoir quitter son poste, de tester une idée, de rencontrer des fondateurs potentiels, de créer quelque chose en peu de temps pour voir vraiment qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire aller vite et faire un business rapidement. Donc je conseillais ça à l'époque et en vrai je le conseille toujours. C'est des événements un peu similaires qui permettent. J'aime bien l'en ligne. On a créé Lunch aussi pour ça, pour que les gens ne quittent pas leur travail. Ils peuvent faire ça en hybride. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même la valeur de aller rencontrer des gens, d'aller à la rencontre des clients, de créer un produit physique, réfléchir sur place. Je trouve que cette partie-là et en vrai mieux en physique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec Lunch, on intègre aussi des moments sur place à Station F. Ouais, tout à fait d'accord. Plutôt aller non, mais c'est vrai, se déplacer. Non, mais ça paraît bête, mais il y a tellement d'événements. Enfin, nous, on reçoit des trucs, et des choses qui sont ouvertes au public, pas réservées où il faut payer. Donc après, il faut faire. Par contre, il faut faire vraiment le tri parce que il y en a vraiment dans tous les sens. Faut peut-être limite avoir une petite idée avant de savoir exactement ce qu'on peut faire. Parce que t'as pas que des événements pure tech, t'as aussi des événements très sectoriels aussi. Donc si t'aimes tout ce qui est dans la santé, vraiment, t'as de quoi faire matin, midi et soir pratiquement à Paris. En tout cas. Donc levez-vous de bonne heure et c'est quoi, fouillez sur Eventbrite, il y a tous les événements dessus. Ouais, par exemple, ouais. Bon, parlons de thunes.
comment ça se passe depuis 2020, depuis la fin de l'Eldorado des levées de fonds? Qu'est-ce que vous voyez? Allez, je te donne la parole, Charlie, toi qui couvres ça toutes les semaines et qui nous parle de faillite. Cityscoot, Mastéos, Luco. Il n'y a pas un petit quatrième là qui arrive Vous verrez demain. Ouais, voilà. Balance. Non, mais c'est un Non, truc de fou, c'était, oui, c'est vrai que là, en ce moment, c'est pas en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est un petit peu la cata pour pas mal de boîtes et des boîtes assez connues. Et de l'autre, ça monte avec l'IA. Donc, je pense qu'on n'a jamais encore connu trop ça dans l'écosystème. Donc, évidemment, je vais pas répéter, mais depuis, 2020, 2021, c'était la folie. Tout le monde pouvait lever très facilement. Non, bah après on a un peu ralenti parce que même à un moment c'était devenu oh là là, c'est bon quoi. L'autre il a levé 5 millions, il a pas de deck, il a pas de produit, enfin voilà, on en avait des à l'appel et on s'était dit tiens mais nous on va aller monter notre fausse start-up parce que vraiment à ce point-là c'était démentiel et on voit aujourd'hui beaucoup de boîtes n'existent plus, celles qui ont levé comme ça. Effectivement après 2022 ça a commencé à descendre, on est arrivé au moment où ça a éclaté. Donc, et plus d'argent, les gens. il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'argent nous dans l'écosystème. Alors comment on est arrivé à lever sur un deck 5 millions en 2020 et aujourd'hui, à part l'IA qui déroge à la règle, mais toutes les autres boîtes, on leur demande des preuves. Carrément, on leur parle de rentabilité, un mot qui n'a jamais été employé par quelconque VC de cette place jusqu'à 2021 ou 2022. Vous confirmez? Ben, c'est plus sain, je trouve. Non? Oui. C'est normal, même. Donc, en 2021, je pense que c'était un peu lunaire. Non, enfin, je veux pas te couper, Charlie, mais je rejoins tout ce que tu as dit. En revanche, c'est marrant parce que là, tu as donné plein d'exemples de boîtes un peu plus avancées où ça se passe moins bien. Oui. Ce qu'on voit ici, à Station F, on est sur la création, le early stage. Bah, dès qu'il y a des mortes, entre guillemets, de boîtes, il y a de la création par ailleurs. Donc, c'est vraiment des moments qui sont pour nous assez incroyables. Donc, 2022, 2023, on n'a pas vu, nous, une baisse en termes de financement. En revanche, tu l'as signalé, un petit peu, les investisseurs sont beaucoup plus vigilants. Ils vont demander beaucoup plus. Ouais, ça, vigilant à quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que ils veulent des preuves maintenant. Ils veulent, c'est pas juste une idée, c'est pas 2-3 slides, c'est vraiment. Donc avant c'était du charme, c'était une relation. Ah ouais, et post-Covid. Mais post-Covid, on oublie, on était dans un moment où les gens ils faisaient un zoom et ils pouvaient tout faire par zoom. Donc on fait un zoom de 30 minutes, on investit des millions. Et t'avais l'argent gratuit, hein. Je veux dire qu'on imprimait les billets, donc fallait qu'entre guillemets les gens le dépensent, tu vois. Bon, c'est de l'investissement, mais c'était ça, donc ils étaient forcés. Les VC ont reçu beaucoup d'argent, et puis fallait déployer quelque part, et après ils disaient aux startups elles-mêmes d'aller investir, mais en gros c'est quoi? Bah tu recrutais des gens parce qu'en gros c'est ça. Hein, 200 personnes en un mois, tout est normal. Justement, est-ce qu'on remet en question la manière dont fonctionne un VC? Les contraintes qu'il a par rapport à ses LP, le fait qu'il doit déployer de l'argent, comme tu disais. Est-ce que c'est sain pour justement derrière financer des boîtes qui ont besoin d'argent? Je parle de celles qui ont besoin, pas celles qui veulent juste lever de l'argent. Ah, le modèle des VC. Comment te dire? C'est toujours le même depuis très très longtemps. Il y en a qui essayent d'ailleurs de faire d'autres modèles. Je pense à Marie Eklund notamment avec 2050 qui fait quelque chose d'evergreen, mais comme toujours, Marie est toujours très très en avance sur son temps et du coup un peu trop en avance. Mais je pense que son modèle paiera à terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le modèle des VC c'est toujours le même. Hein, donc, sauf que ça a un petit peu changé parce que leurs propres LP, donc leurs investisseurs, sont en train un petit peu de dire ils ont des obligations en termes de ESG, etc. Donc c'est ce qui fait que ça change aussi un petit peu depuis quelques temps. Quoi. Mais c'est de la com, ça, non? Ah bah non, parce que les investisseurs disent maintenant, il faut un peu plus tu me mets dans des boîtes, si tu veux, de transition écologique et tout, parce que moi j'en ai besoin pour mes reporting, tu vois. Okay. C'est pas, il y a pas vraiment. Alors après, chaque VC va te le dire de sa façon, etc. Mais de toute façon, ils vont tous devoir s'y mettre hein, à un moment ou à un autre. Et c'est plus sur le déploiement de l'argent, la manière d'un fonds fonctionne, même la durée de 8, 10, 11, 12 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal pour une startup? La chose que moi j'ai un peu du mal à comprendre, enfin l'écosystème évidemment, sinon c'est pas drôle, mais pourquoi on me demande quand tu lèves des fonds auprès de tes LP de les déployer assez rapidement? Toi aussi tu l'expliquais que toi en tant qu'investisseur tu vas aussi demander à tes entrepreneurs de cramer cet argent rapidement. Est-ce qu'en fait c'est sain?
Est-ce que cette chaîne de contraintes fait qu'à la fin, l'entrepreneur qui se retrouve avec de l'argent, à un instant T, c'est sain dans son développement? Est-ce qu'on nous a pas matrixé avec les levées de fonds? Bah, je trouve que c'est pas tout déployé tout de suite non plus. En fait, on fait des, je sais pas quel est le terme en français, mais les capital calls. En fait, tu vas pas recevoir tout l'argent tout de suite. Tu vas l'appeler plusieurs fois pendant la période. Donc, je trouve en fait c'est rythmé. C'est pas genre je te donne tout, il faut tout déployer tout de suite. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cash, donc c'était un peu déséquilibré. Puis on donnait du cash à des gens qui avaient peut-être moins le parcours, moins le profil. Enfin, pendant cette période, il n'y avait pas juste la création de start-up, il y avait aussi la création de fonds. Et tout d'un coup, tout le monde se posait les questions en fait, est-ce que les investissements que je suis en train de faire vont vraiment être des bons investissements? Et à partir du moment où les gens se posaient les questions et attendaient les preuves, bah, en fait, ils se sont réorientés vers les investissements qui avaient toujours fonctionné les mêmes, les noms que tout le monde connaît. Donc il y a toujours autant d'argent, mais on le fait un peu plus intelligemment, tu dirais. Enfin, vous diriez même. Ah oui, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais dans le dernier rapport Atomico, on était sur ce qu'on appelle le dry powder, donc ce que tous les fonds ont en réserve. C'était un record, hein. Je sais plus si on était à 80 milliards, je ne peux pas dire de bêtises, mais de cet ordre-là. Et c'était du jamais vu, quoi. Alors, ma question à 1 milliard. On prend un step back, on sort de l'écosystème tech et tout ça. Comment est-il possible pour une entreprise de valoir moins que tout ce qu'elle a levé comme argent et vice-versa? Comment est-il possible pour un Adam Newman qui a monté Flow de lever 350 millions et d'être valorisé comme licorne alors qu'il n'a aucun actif immobilier et qu'il n'a même pas lancé son offre commerciale? Là on peut prendre même la fin du podcast. Non mais en vrai, si on prend un step back, c'est pas fou quand même? J'aime beaucoup l'exemple d'Adam Newman. Qu'en pensez-vous? Bah, en vrai, je pense qu'au moment où on fait le premier levée de fonds, il n'y a rien. Donc, en fait, on est en train de faire des estimations un peu dans le vide, quoi. Donc, je trouve à partir du moment où il y a des choses et on voit qu'en fait, c'était pas exactement ce qu'on imaginait, bah, la valeur, c'est moins. Et donc... Mais parfois, c'est rien, quoi. Genre... je sais pas, Luco ou Mastéos, ils sont des actifs quand même, mais c'est parce qu'ils ont engrangé trop de dettes, qu'ils ont cramé trop de cash. C'est parce que tu as beaucoup de dettes à récupérer. Tu as Luco, tu en avais pour 45 millions. Donc c'est quand même un petit paquet. Et puis il faut pas. Dedans, peut-être 60, il avait levé 70 ou 80, je sais plus ça. J'ai très approximatif là sur les chiffres. Là. Mais non, et puis tu as le fait que c'est pas un rachat, c'est pas un processus de M&A classique. Donc en fait, c'est un tribunal, tu vois. Tu passes à la barre du tribunal de commerce, pas des gens qui vont estimer, tu vois, des VC ou des acquéreurs qui vont dire ça vaut à peu près ça. Non. Donc là, on sait que tu es à la casse, donc tu peux proposer, si tu veux, rien du tout. Et c'est pour ça que c'est racheté des fois 400, 500 000, voilà, presque. Je pense même à Frischti qui se fait racheter par la Bellevie, par exemple. Voilà. Oui, c'est ça, 450 000. Ouais. Presque 2 fois plus que la Bellevie, d'ailleurs. Oui. Salam à Paul. Et pour continuer juste dedans, si on prend l'exemple de Luco, et j'aimerais beaucoup te recevoir, Raphaël, il le sait, mais pour parler de ça plus sérieusement, qu'est-ce qui va arriver à Raphaël? Un mec qui a créé la boîte, qui a été CEO et qui, donc, bon, on a vu toute la com autour, mais factuellement, est-ce qu'il rejoint Allianz, qui a racheté, il me semble, Luco? Est-ce qu'il est vesté pendant 2-3 ans? Est-ce qu'il a ce truc de, je crois pas qu'on ait ça en France, mais aux US, c'est ça, quand tu te file for the bankruptcy, tu es interdit de monter une boîte pendant quelques années, il me semble, ou au moins dans le secteur. Oui, voilà. Mais il n'a pas fait faillite, lui. Puisque Parce qu'il s'est fait racheter, mais donc, du coup... Où est là? Et puis, je suis sûr et certain, et dites-moi, là, pour le coup, c'est vous qui le savez mieux que moi, mais il touche de l'argent sur ça ou pas? En vrai, j'ai pas les détails de son deal. Non, parce que c'était racheté 4 millions et quelques, donc... Ouais, moins de 5 millions. Pour moi, je suis pas sûr qu'il est... Donc, en théorie, le peu d'argent sera envoyé aux investisseurs à ceux qui sont rentrés en dernier, je pense. Hein. J'avoue, j'ai plus le détail de... Et même sa période de vesting, c'est à lui de voir en fonction de ce qu'il a négocié avec la boîte. Donc, il peut partir... Toi, tu sais, tu connais les... J'aurais dû vraiment... Parce qu'avec tous les dossiers qu'on a en ce moment, mais je sais qu'il reste pendant un moment, mais pas hyper longtemps, pas le 2-3 ans il me semble. T'as eu mais avec lui, toi, ou pas ouais, bah moi depuis, pareil, tu sais, je l'ai connu. Non mais c'est vrai, c'est presque le début. Moi j'ai suivi pendant toute l'histoire, ouais. Alors on pouvait pas trop parler puisqu'il était vraiment, il avait
des contraintes. Mais eux, je l'ai vu jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils se fassent reprendre par Allianz. Alors, je te demande pas de parler à son nom, mais j'aimerais comprendre d'un point de vue humain, toi qui a côtoyé un entrepreneur qui a pu lever des millions et ensuite qui est dans une période plus difficile. Lui, il le vit comment? Enfin, qu'est-ce que tu as pu voir on dit que c'est une aventure émotionnelle très forte. Ah oui, puis moi, comme je connaissais vraiment Raphaël, que j'ai échangé souvent avec lui, c'était terrible. Mais il me le disait, oui. Okay. Moi, je le fais pas transpirer dans mes articles parce que on n'est pas un journal, tu vois, nous on est un journal économique. Mais il était vraiment, franchement, au bout du rôle, je parle pas en son nom, mais je pense qu'il te le dira. Tu vois des posts sur LinkedIn, ça te fait un peu mal de ce que tu as lu sur lui, par exemple? Non, moi je m'attarde pas trop sur LinkedIn, j'ai pas trop le temps, mais non, je sais que mais parce qu'il a vécu des galères, mais là ce qui a été raconté, enfin c'est le 1/8 de tout ce qui lui est arrivé au tribunal, si tu veux. Alors. Il a eu plein parce qu'en plus t'es face à des gens, forcément tu as des juges et tout ça qui comprennent pas forcément c'est quoi le monde des startups et tout. T'es dans de l'assurance, enfin, je veux dire, tu vends pas comme il me disait, je vends pas des boîtes de chaussures, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses et c'était vraiment, et puis plus la violence qu'il a subie sur les réseaux sociaux, mais qui est aussi du fait qu'il était avant très exposé quand ça allait bien. Et c'est ce que moi je lui ai dit. Faut assumer le fait que quand ça allait bien, t'aimais bien qu'on mette ta tronche partout et qu'après, quand ça va mal, t'as ta tronche partout, mais voilà. C'est un revers de la mécanique. Tu le connais, toi, ou pas? Bien sûr, il était à Station F, donc nous, on le connaît assez bien. Moi, je pense que j'ai moins échangé avec lui. J'ai évidemment, quand j'ai su que ça allait pas trop bien, on était là pour le soutenir, pour voir ce qu'on pouvait faire et tout. Et je voyais pareil, il le vivait pas bien. Enfin, c'est pas un moment qu'on kiffe, quoi. Mais après, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui s'est donné, mais vraiment, pour que ça aille pour le mieux. Donc, c'est pas simple aussi dans ces contextes d'aller retrouver des racheteurs, de vérifier que, enfin, vraiment, même les choses qu'on a développées, bien que sûr. ça arrive quelque part. Ouais, que ça meurt pas. Il a fait tout ce qu'il était capable de faire. Ce que je trouve compliqué aussi, j'ai l'impression qu'on entendait, je sais pas si c'était vrai ou faux à ce moment-là, mais on entendait des échos dans l'écosystème comme quoi ça allait pas bien. Quels échos? J'ai pas dépassé ces échos-là. Elle a même pas capté. Non, mais on entendait des choses. Ouais. Et je sais pas s'il se disait à ce moment-là, vraiment, je peux en parler librement. Parce que tellement on met de la pression sur les entrepreneurs de toujours dire que tout va bien, tu vas réussir. Le jour où ça va pas bien et tu as besoin d'aide et de soutien, je sais pas si les entrepreneurs se sentent à l'aise pour en parler. Déjà, mon micro est là, et au-delà de ça, cher Raphaël, non mais la blague qui est quand même très drôle, c'est que je suis moi toujours client de Luco, hein. Donc tous les mois, il me débite 16 balles. Donc voilà, pour le moment, j'espère que tout va bien se passer. Si on avance un petit peu, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. À la base, je vous ai contacté pour ça, les filles. Je voulais parler des femmes dans la tech. Charlie, toi? Non, sujet relou, quoi. En plus, c'était le 8 mars il y a quelques jours, donc on a pris un petit... Ouais, c'est vrai, on a pris une claque cette semaine, en fait. Oh, il y a un sujet dont j'ai envie de vous parler. Tiens, bon, avant ça, je vais quand même dropper. Vous allez faire votre petite pub, mais c'est pas de la pub. Toi, Charlie, chaque semaine, tu mets à l'honneur une femme dans l'entrepreneuriat. Et toi, Rox, tu viens, donc il y avait déjà plein de programmes autour des femmes. Là, alors j'ai pas le mot exact, désolé, mais la semaine dernière, vous avez annoncé, oui. C'est 12 ou... Je crois qu'il y en a 13 cette année. 13 lauréats, mais on fait le SHIP pour les femmes fondatrices. Ok, c'est quoi, si tu veux nous en parler un petit peu C'est un programme pour les femmes fondatrices à haut potentiel, donc c'est entre guillemets les meilleures femmes fondatrices sur le campus. Et on est en train l'idée, c'est vraiment de montrer des femmes qui vont être les leaders de demain. Donc dans les conférences, dans la presse, à chaque fois qu'on est sollicité en mode on connaît pas des femmes en IA, on connaît pas des femmes dans tel secteur, on a cette liste qu'on partage et normalement c'est des profils assez incroyables. Donc tu dirais c'est un peu ton Forbes 13. Ouais, exact, oui, complètement. By Station. et toi du coup Charlie, quel est l'intérêt pour toi? Comment ça t'est venu de mettre en valeur une femme chaque semaine? Et merci pour les intros. Les recos. Non, mais ça m'est venu à un événement.
mais hors start-up. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été invitée à un événement. C'était à l'Européen, une fille sur Instagram, oh la boumeuse, tu sais, je m'emballe Clito, donc Camille Aumont, qui a fait un spectacle une seule fois, et j'ai été invitée, en gros, parce qu'un de mes amis, et c'est mon expert comptable pour tout savoir, et voilà, donc j'ai été là, puis après il y avait la petite soirée, puis j'ai discuté avec elle, j'ai trouvé très sympa, puis je sais pas pourquoi, en sortant, puis c'était pendant 1h30, il y avait toute cette thématique autour de la femme, et il faut vraiment mettre en avant plus ces filles-là, alors que la fille elle est ultra connue, tu sais, mais moi je la connaissais pas, donc je me suis dit allez, et c'est venu de ça. Puis après je me suis dit allez, il faut que je me force à le faire une fois par semaine et j'ai gardé le rythme. Et c'était le but aussi derrière, c'était je me suis dit j'en ai un peu marre de voir toujours tu vois Céline Lazorte, Lucie Bache, tu vois elles sont super, mais il y a pas qu'elles dans l'écosystème. Oui. Et voilà, c'était pour montrer qu'il y avait plein de filles qui faisaient plein de choses et pas que de vendre des bijoux en ligne quoi. Et ça fait combien de temps et on te bombarde toutes les semaines maintenant? Ouais, mais j'approche bientôt des 100. J'adore, à chaque fois tu mets un petit message, tu mets entre parenthèses merci à 111 de m'avoir harcelé tous les jours. C'est même plus une reco là, c'est vraiment. Et c'est quoi les retombées? Je sais pas, est-ce que du coup il y a beaucoup de personnes qui te contactent, t'as créé une sorte juste parce que c'est un mouvement, parce que les autres s'en sont pas emparés, mais. Non, alors ça marche très 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 bien parce que moi j'ai plein de fondatrices après qui me disent j'ai pu parler à des investisseurs qui m'auraient jamais adressé la parole avant. J'ai eu plein de clients, tu vois, quand elles sont dans le B2B. Donc comme quoi ça marche. Il y a vraiment des grosses retombées. Et puis pour nous c'est aussi une façon de aussi d'attirer un peu plus de lectorat féminin chez nous puisque quand même il n'y en a pas beaucoup aux Échos. C'est quoi les Donc on peut être à 25% de femmes. Ça, donc mon podcast c'est mieux. Bah oui. Et pas en invité, en audience, hein. Même si on n'y est pas encore à la parité. Il y a un truc dedans que je me disais, c'est est-ce que vous vous rendez compte, vous deux, de l'aura que vous avez dans l'écosystème, notamment quand il y a des entrepreneurs qui vous demandent de l'aide? Est-ce que vous comprenez ou pas pourquoi c'est à vous qui demandent et pourquoi vous apportez de la crédibilité dedans? Ça, je sais pas si vous le voyez. Crédibilité, c'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit, mais moi je suis là pour aider les entrepreneurs, donc que ça soit une femme, un homme, quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui reçoit un deal de ta part versus quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu le sais qu'il y a moi en fait ta réputation oui, on the line, t'es adorable. Non, en vrai, oui. En fait, j'ai toujours, je pense à ça. Je me dis, en fait, je recommande pas quelque chose, évidemment, dans lequel je crois pas, ou sinon, je mets quand même le contexte en mode, pas pour moi, mais maybe for you. Non, mais sinon, ce que je voulais dire, c'est mon métier d'aider les gens. Ok. That's my job. Donc, c'est pour ça que je suis là et c'est complètement normal pour moi de recevoir des gens tout au long de la journée qui me disent aide-moi avec ça, aide-moi avec ça. Ok. Ouais, c'est drôle. Et tu dirais que c'est ton métier, toi, d'aider les gens? Ou au contraire, ça, c'est plus les informer? Non, oui, moi, c'est d'informer. Alors, des fois, ça les aide parce que forcément, quand tu parles d'une start-up qui est pas connue, donc elle est super contente, des fois, elle va te dire, merci, grâce à vous, j'ai signé mes 100 premiers clients. Donc, oui, je les ai aidés, mais c'est pas ça le but, c'est parce que j'ai trouvé que la boîte était sympa, etc. Et au contraire, quand ça va pas, des fois, même quand ça va pas, tu vois, il y a une boîte qui nous avait pas dit, évidemment, qu'elle avait été placée en redressement judiciaire. Bon, ça, il t'envoie pas un CP pour te le dire. Mais bon, moi, j'ai des alertes sur beaucoup de monde. Et c'est une boîte qui s'appelle Pixo, qui s'occupe de tout ce qui est réemballage, tu vois, dans tous les McDo et tout ça, parce qu'avec la loi AGEC, maintenant, ils sont obligés d'avoir des emballages réutilisables. Et donc, on l'a vu, on a fait le papier. Alors, normalement, le mec était un peu surpris. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Camille dans mon équipe. Et pas terrible la nouvelle, quoi. Alors que la boîte est assez jeune et que, normalement, avec la réglementation, elle était censée, tu vois, surfer dessus et que ça augmente, quoi. Et finalement, on a fait un papier, et voilà, une semaine après, il envoie un message à ma collègue Camille et il dit super, grâce à l'article, j'ai des repreneurs qui se sont positionnés. Tu vois, ça, les entrepreneurs pensent pas à ça. Tu vois, ils pensent toujours à c'est mauvais de dire je suis en redressement. Ouais, mais nous, le nombre de personnes qui lisent les Échos, il n'y a pas que l'écosystème startup qui lit la rubrique startup. Non, on a aussi des gens, des fois, on a des mecs, des PME, des TPE, qui sont au centre de la France et qui lisent les startups parce qu'ils aiment bien et tout. Puis eux, ils ont du cash. Enfin, tu vois. Donc, ça, il faut y penser. C'est le petit message que je fais passer. Non, mais grave. Les redressements maintenant pour Shawala. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes, pour attirer plus de femmes? Qu'est-ce qui me manque? Et sachant que j'ai bien compris que vous êtes deux femmes très fortes qui n'avaient pas besoin des autres. Non, je rigole, mais plus sérieusement, je sais pas si c'était votre petite cousine là demain qui a 18 ans et qui est à l'aube de faire les gros choix de sa carrière. Comment l'amener vers l'entrepreneuriat? Ou juste lui montrer que c'est une option?
Je sens. C'est C'est grave. En fait, hein, c'est qu'il y a, j'ai l'impression, tu sais, de faire passer tellement de temps dessus, parce que moi, tout ce que je fais, en plus, là, tu vois, pour les fondatrices, etc., moi, c'est du temps, c'est en dehors de mon travail, parce que c'est en mon nom, c'est pas en suite des Échos, même si maintenant, ils se l'approprient, parce qu'ils ont vu l'intérêt, évidemment. Mais non, moi, je pense que c'est surtout aussi, il y a beaucoup de choses, on l'a dit, plein d'outils, moi qui les mets en avant, enfin, je veux dire, on a plein aussi maintenant de rôle modèles qu'on voit que c'est possible. On va pas reparler des financements qui sont disponibles et tout, donc il y a une bonne base. C'est qu'il y a un moment, il faut aussi que les femmes, ça va faire un peu méchant, mais faut y aller, quoi. C'est tu ça vois, la limite là. Ouais, je pense qu'il y a encore, et on a vu une étude il y a pas longtemps de Roland Berger avec Willa et France Digital où tu vois, elles osent pas encore, elles attendent d'avoir 30 ans parce qu'elles veulent avoir de l'expérience avant, tu vois, alors que les hommes, t'as quand même encore des barrières de ce type-là, tu vois, et malheureusement aussi des barrières familiales, parce qu'après t'es enceinte, etc. Donc je pense qu'il y a ça, et il y a aussi le côté, faut justement qu'elles sortent plus, qu'elles réseautent. Moi, j'arrête pas, et j'étais encore à une table ronde le 8 mars en disant... Ça vont, qu'elles sortent moins les femmes. Oui, je peux te le dire. Je pense que et je pense aux soirées, beaucoup de soirées, tu vois, t'as plein de choses qui se font en mode cocktail, etc. Ou dans les clubs d'affaires qui sont plutôt aussi le soir. Je peux te dire que moi, je traîne à je traîne à toutes les soirées, mais à beaucoup, et à chaque fois, il y a très peu. Je croise toujours les mêmes femmes en fait. Et c'est pas normal, elles devraient, tu vois. Alors, en plus, moi, après, je vais râler, tu vois. Il y avait une soirée exa, j'ai râlé, Thibaut, c'est pas normal. J'arrive, je dis, mais c'est pas possible, on est 10 et puis on se connaît toutes, quoi. Et il fait, oui, mais je les invite. Et après, c'est vrai qu'elles viennent pas non plus, quoi. Ah, merde. Et ça, attends, tu fais une corrélation en mode vie de famille ou rien à voir Il y en a un peu, oui. Est-ce qu'il y a ce truc, moi, j'ai souvent entendu ça, que, j'ai pas l'étude, hein, mais que les femmes négocient moins leur salaire ou moins à la hausse. Est-ce que c'est un peu le même mindset que de te dire j'ose pas me lancer? Il y a un truc je rejoins complètement. Oser, c'est un peu le sujet. Elles ont l'impression qu'il faut avoir fait ses preuves, il faut des années de preuves, il faut un produit qui tourne avec des tonnes de clients avant d'aller démarcher les investisseurs. Et c'était pareil à Station F, en fait. Nous, au début, on avait très peu de femmes dans les programmes sur les premières années, mais on constatait qu'en fait, il manquait pas de femmes fondatrices. Il y en a plein. Et si on les contactait, on disait, est-ce que ça t'intéresse de candidater pour le programme? Elles font, oui. Et après, elles sont prises. Donc, en fait, c'était juste, spontanément, elles vont pas penser à le faire. Et je sais pas pourquoi. Donc, on a changé ça dans nos contrats. Maintenant, on est obligé d'avoir nos partenaires qui vont aller chercher des candidates. Et après, le taux de conversion est très, très fort. Donc, enfin, je sais pas. Je te rejoins sur ça. Et après, les deux sujets pour moi qui sont encore peu traités, c'est pas le sujet de création de start-up. Mais quand on parle de sujets purement tech, les ingénieurs, là, c'est encore des chiffres qui bougent trop peu. Et le financement. Et le financement, tout le monde sait parce que Sista a mis la lumière sur ces chiffres qui sont juste pénibles. Tous les fonds sont d'accord pour changer les choses, mais qu'est-ce qu'ils font réellement? C'est pas le serpent qui se mord la queue de dire on n'a pas des bonnes ingénieurs avec un E ou alors, et pire, elles veulent pas monter des boîtes, donc les financeurs vont dire, enfin les investisseurs, on les a pas beaucoup, donc on va pas trop allouer. Moi, je pense que ça vient de finance. Je pense que ça commence avec l'éducation et d'avoir plus bien de sûr, il y a un sujet. Oui. Mais je pense que le peu de moyens investis dans les femmes, ça vient vraiment du monde de l'investisseur où on voit des fonds qui... C'est un métier de pattern, c'est un métier de réseau. Donc en fait, si on est avec des hommes qui en investissent que dans les hommes, mais leur réseau c'est que des hommes, il faut changer sa façon de faire pour aller trouver d'autres boîtes. Je t'y tiens un peu là-dessus, mais il y a eu quand même depuis 2020... beaucoup de femmes qui ont été nommées dans des fonds, qui étaient associates, qui ont augmenté, etc. Qui ont été nommées associates. Oui, elles prennent pas les décisions, elles sont pas partenaires. Non, mais ou même parfois elles sont. En fait, ce que moi j'ai entendu, c'est que c'est de la com, en fait. On a encore la semaine dernière, il y avait un article. C'est horrible parce que c'est un investisseur que j'apprécie beaucoup, mais c'était dans Sifted. Ouais. Et ils ont posé la question, pourquoi t'as pas de femmes partenaires? Et la personne dit, je cherche depuis des années, je trouve pas des femmes qualifiées, je vais pas débaucher Luciana de chez Sequoia et Sonali chez Axel. Tu dis, mais on peut pas avoir ce genre de discours aujourd'hui, c'est juste pas possible. Donc, ça continue, en fait. Ouais, et ça changera, parce que ça va changer quand même, parce que, encore une fois, je reviens à mes LP, qui commencent à dire, les gars, par contre, il va falloir que vous ayez des femmes qui montent, parce que sinon, nous, on va arrêter, encore une fois, pour ces critères ESG, parce que dans l'ESG, t'as le G.
Donc, Et c'est une bonne nouvelle. oui, mais ce sera pas des effets, tout de suite, mais en tout cas, ils seront tous obligés. Et de toute façon, ils commencent tous à recruter des filles un peu en bas, tu vois, des analystes, des associates. À un moment, ça va monter. Et c'est possible, parce qu'il y a quand même des bons élèves dans la French Tech. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tu veux les nommer? Allez. Oh, ouais, tu sais, moi, je nomme les bons, les moins bons. Moi, j'ai pas trop de problèmes, tu vois. J'ai remarqué ça, Charlie. Ça balance des noms de partout. Non, mais moi, j'ai qu'un actionnaire, tout le monde le sait, c'est LVMH, donc c'est Bernard Arnault. Mais pas de langue de bois ici. D'ailleurs, qui a dans l'équipe d'investissement, Agley Venture, tu as une super fille d'ailleurs qui s'appelle Léa. Mais non, en bon élève, tu as Elaya qui vient encore de nommer récemment une partenaire Pauline Roux, et ils sont 4 et 2 hommes, 2 femmes, tu vois. Et c'est pas le truc qu'ils ont fait exprès, ils ont compté, mais parce que ça fait un moment qu'il y a des filles qui montent chez Elaya, ils le font, et en plus ils font ça hyper intelligemment ils font monter des jeunes, tu vois, ils ont toutes les générations pour que tu aies vraiment tout qui soit représenté, et ils ont mis en place aussi des mécanismes de crédit, etc. parce que c'est compliqué aussi de devenir partenaire, il faut débourser beaucoup d'argent, voilà. Et voilà, et donc ils mettent ça aussi en place, que les femmes ont aussi moins de capital, donc je trouve ça très intelligent, il faut le dire. Si on avance un tout petit peu, j'avais cette question, je voulais vous parler de Meuf. Vous connaissez le réseau social Meuf? De loin. Réseau exclusivement pour les filles, mais j'ai reçu Priscilla récemment de The Sorority, donc qui œuvre aussi pour la même cause mais de manière différente. Avant de vous parler de ça, donc là c'est le principe d'exclure les hommes pour aborder et traiter, bref, créer un cercle de confiance pour les femmes. Je vais y arriver. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il nous manque ce genre de rôle modèle? J'invente. On n'a pas Serena Williams en France, mais bon, elle a quand même monté son fonds derrière, même si on a déjà un fonds qui s'appelle Serena. Concrètement, est-ce qu'il nous manque presque cette success story à l'américaine du gars qui vient, ou de la nana qui vient d'en bas et qui a réussi par la force du travail et d'y croire, quoi. Est-ce qu'il nous manque ce truc-là ou pas? Sachant qu'on n'aime pas parler d'argent et de réussite en France. Bon, on commence à en avoir, franchement. J'allais dire, je suis sûre que si on se pose 5 minutes, si tu prends... mais dans les réseaux, moi je trouve, on a beaucoup d'influenceuses, de créatrices. Mais tu regardes Tony Parker, franchement. Parce qu'il fait pas que de la tech, mais maintenant il est quand même hyper identifié. Il a investi dans pas mal de startups. Il a du vin, il y a des chevaux, il a énormément de choses. Et pareil, c'est pas un mec qui vient, il vient d'une famille très modeste. Donc je trouve que c'est plutôt un très très bon exemple, tu vois, de reconversion et en plus il œuvre beaucoup pour l'éducation. Mais vous voyez ou pas que là je fais le comparatif dans ma tête, mais sur les réseaux sociaux, je trouve déjà que même en termes de créatrices de contenu, il y a beaucoup de femmes. J'ai l'impression que elles s'identifient plus à ce genre d'activité, donc elles peuvent le faire. On peut parler de création de contenu, même sur l'entrepreneuriat, peu importe. Et pareil, c'est peut-être des vieux billets que j'ai dans ma tête, mais est-ce qu'on pourrait reproduire le même truc, le rendre aussi sexy pour l'entrepreneuriat? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas sûre. Non. Ok. The rephrase. Je vais essayer. Il y avait des lifestyle bloggers quelque part, je crois. J'espère que je vais pas avoir à cut ça. En gros, ce que je veux dire, je trouve qu'avec les réseaux et les dernières années, les femmes sont de plus en plus visibles dans n'importe quelle discipline. Ma question est la suivante. Pourquoi on n'est pas autant visible? Même les femmes, vous le disiez vous-même, elles sont là, elles existent. Bon, elles lèvent peu d'argent comparativement, mais elles créent des boîtes. Est-ce qu'il ne manque pas ces belles success stories que tout le monde peut voir sur son smartphone ou autre, auprès de qui des petites filles et d'autres personnes plus jeunes puissent s'identifier? Je ne sais pas si elle est bien posée la question. Juste, est-ce que les femmes entrepreneurs sont suffisamment visibles? Est-ce qu'il ne nous manque pas un grand succès? Mais un porte-étendard, quoi. Pas juste, je te parle pas de qui veut être mon associé. Je te parle vraiment de raconter ton histoire avec fierté, quoi. Ouais. De faire ce qu'un Anthony Bourbon concrètement fait à son échelle, en mode j'ai grandi dans la rue où j'ai été éduqué par un père qui battait ma mère. Il me semble que c'est ça. Est-ce qu'on pourrait pas avoir la même chose côté femme? Non, mais après mais je pense que ça va venir. Je pense que notre écosystème est juste moins mature. On commence à voir maintenant des sportifs de haut niveau qui investissent. Alors qu'aux US, c'est le cas depuis 20 ans. Enfin, commence à arriver et ça va très vite. En fait, une fois que ça commence, j'ai l'impression que le changement, il est un peu du jour au lendemain. Donc, ça m'étonnerait pas de voir. Et on commence à avoir des femmes qui lèvent de plus en plus d'argent. Enfin, même si aujourd'hui. Oui. Tu vois, tu prends ça, Eleonore, par exemple, Crespo. Elle se force aussi à, tu vois, au début, elle était pas trop à vouloir prendre la parole. Et c'est vrai que maintenant, on la voit plus, mais justement pour qu'elle se devienne aussi un des visages de l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas eu beaucoup, mais c'est vrai que les femmes aiment pas trop non plus faire de la com pour faire de la com ou du branding, etc. Alors que
Mais je pense qu'elles vont de plus en plus le faire parce qu'elles vont voir l'intérêt. Et j'aime bien parce que dans les questions que je vous pose, j'arrive avec une sorte de manque et vous êtes en non, moi je trouve qu'on est sur une bonne vibe. Non mais c'est trop cool, ça veut dire que vous êtes soyons d'accord là. non mais vous êtes optimiste. Complètement, l'écosystème il est bien là, vous êtes optimiste même sur ce qui arrive et même les downs qu'on a eu sont sains en fait. Oui, on a parlé d'argent. Complètement. Donc bon, parlons des filles. Parlons de cette app. Moi c'est juste votre avis, l'avoir un petit peu, je sais pas si ça vous parle Meuf ou The Sorority. Les deux qui ont fait un petit peu de bruit. En gros, concrètement, le principe, c'est de pouvoir créer un collectif de femmes et de pouvoir s'entraider. Bon, vous n'allez pas dire que c'est mauvais, enfin, j'espère pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça et surtout, qu'est-ce que vous pensez du fait d'exclure les hommes au début ? Moi, j'ai jamais été pour exclure les hommes. En fait, tout ce que j'ai fait, j'ai eu plusieurs fois des projets pour l'entrepreneuriat au féminin. Ça a commencé avec Girls in Tech, devenu Starter, qui a fusionné avec Sista. Ma philosophie était toujours, il faut aussi à la fois éduquer les hommes parce qu'il faut qu'ils soient au courant de la situation pour nous. En fait, ils vont pas savoir si on dit tu peux pas venir, tu peux pas écouter. Et l'autre chose qui m'a beaucoup impressionnée, c'est en fait les hommes veulent aider à changer les choses. Donc pourquoi pas les permettre de le faire. Donc avec les différents réseaux, on avait même des hommes qui ont participé aux équipes. Okay. Et c'était pas des choses que j'avais vues dans d'autres pays forcément. Donc je trouve juste que c'est presque dommage, en fait, de ne pas inclure les hommes et de vouloir les exclure. Priscilla, j'espère que tu écoutes. Que je l'ai embêté, mais je comprends. Non, mais là, ouais, sur ce type de projet, de boîte, ça a peut-être du sens, j'avoue. Moi, je suis pas... je pense pas être la cible, tu vois, très bizarre. Mais moi, aller sur pour parler de ma vie, c'est pas trop mon truc. Okay. Mais je peux comprendre qu'il y ait plein de femmes qui se sentent rassurées, comme il y a des femmes qui préfèrent aller à la salle de sport et qu'il y ait que des femmes. Donc, je pense qu'il y a clairement un marché dans ce cas-là. Ouais, mais je suis hyper d'accord avec Roxane. Par contre, ne jamais exclure les hommes parce qu'il y a un moment, si on veut que ça avance, on peut se réunir entre nous, entre femmes. C'est sûr qu'on va tout être d'accord et que ça va être chouette, mais on va pas trop avancer pour autant, quoi. Et encore. Enfin, moi, elle me racontait que même entre elles, il y a beaucoup de désaccords. Mais très intéressant ce que vous me dites. Je pense qu'on on va finir sur la tech, quoi. Sur les AI et sur... je vais vous poser... en vrai, c'est un talk que je vais animer prochainement, donc c'est parfait. Entre éthique et performance, où est le juste milieu ? Bon, si on rentre dedans, l'IA est hyper sexy. Ah, attends, j'avais quand même ma question, ok, je vous en reparle juste après. Juste, on était sur ces applis qui sont là pour œuvrer sur un problème qui est commun à beaucoup de femmes, ok ? S'il y a un problème, c'est qu'il y a un marché. Est-ce que ces boîtes devraient être des assos ou est-ce qu'au contraire, ça devrait être des boîtes qui sont financées par des VC ? Et donc, c'est forcé de trouver un business model, etc. On parle de Meuf. Ouais, Meuf ou The Sorority. Excusez-moi, j'ai digressé. Non, pour moi, faut que tu aies un business model. Enfin, c'est comme plein de boîtes qui se revendiquent, j'ai envie de dire, impact, ou tu vois, impact social, sociétal. Je veux dire que tant que tu as un modèle et qu'il est vertueux, et je sais pas, puis tu peux aussi reverser une partie de tes bénéfices à une asso, donc je vois pas pourquoi le faire forcément. Donc c'est pas parce que c'est un truc cœur sur la main ou qui fait du bien à la société qu'il faut pas qu'il y ait de l'argent dedans, quoi. Ouais, non, moi ça me... Je suis peut-être un peu trop les échos, là, mais... Non, d'ailleurs, peut-être surtout pas, parce qu'en fait, on a l'impression que dès qu'on parle de social, ça peut pas y gagner de l'argent, et je trouve que ça devrait changer comme mindset. Et ça ternit un peu la valeur qu'on apporte, je trouve. Oui, et puis on a envie que toutes les boîtes demain intègrent des valeurs et des vraies valeurs, et si on continue à dire, non, t'es gentil, t'as des valeurs, t'es une petite asso, je pense que ça va créer un clivage trop important pour que les business prennent vraiment la conscience qu'il en faut. Very clear. Et du coup, je reprends ma question d'avant, qui était, putain, je l'oublie encore. Non, quand même éthique. Pas. Éthique et performance dans l'IA. Oh là là, c'est très dur cette fin de podcast. Non, ouais, moi je l'utilise un peu dans le podcast. Je l'utilise, il me permet de monter / identifier des bons passages, mais il m'épaule. Je dois toujours être créatif, etc. Et déjà, est-ce que vous l'utilisez au quotidien, vous, maintenant, dans votre job, l'IA ? Et ensuite, on va parler un petit peu de ses limites. Oui, j'utilise comme toi, en fait. C'est pour checker les choses. D'ailleurs, un peu plus que Google, même. Mais oui, pour m'inspirer, me donner des idées, me faire des choses parfois plus rapidement que si je me dis, OK, j'ai besoin de trouver une réponse à telle chose. Ça peut aller beaucoup plus vite. Mais on est en train d'explorer des usages qui peuvent nous permettre, parce que nous, on gère un volume. Et c'est souvent des choses qu'on fait à répétition. Donc, on est en train de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire de façon beaucoup plus automatisée avec l'IA. Donc, il y a des usages...
Ça peut être tout, ça peut être même pré-filtrer des startups qu'on reçoit, ça peut être sur détecter certains comportements sur les plateformes, enfin ça peut être plein de différentes choses. Ok. Ouais. Et toi, cher Charlie, dis-moi qu'ils écrivent... Non, moi articles. j'écris toujours mes articles très tôt. On le Donc non, nous, en plus on a une charte, nous, ce qui fait qu'on peut pas utiliser tous les outils d'IA comme on veut. Ok. On peut pas non plus s'amuser à mettre nos propres articles dans le chat GPT, voilà. Ah ouais. Sinon, il va un peu s'enrichir de ce qu'on écrit, tu vois. Mais pourtant, non, vu que vous êtes payant, il peut pas y accéder en ligne. Oui, déjà. Ah oui. Non, mais j'allais dire. Ok. Donc non, moi j'utilise le seul, les 2-3 cas que j'ai utilisés, c'est pour dès que je galère sur un titre, parce que tu sais, t'écris ton papier ou machin, et à la fin t'es au bout du rouleau. J'exagère toujours beaucoup quand je parle, mais voilà, t'as plus trop d'idées. La tête dans le guidon, quoi. Et tu peux lui mettre, mon article parle de ça. Est-ce que tu peux me trouver un titre dans le style des Échos? Ça peut t'aider à débloquer quelque chose. Ça m'a jamais trouvé le titre de l'année, on va pas mentir, mais une façon, voilà. Après, oui, tiens, il l'a tourné comme ça, voilà. Okay. C'est le seul cas d'usage que moi, en tout cas, j'ai trouvé. On est dans une grosse trend justifiée. C'est la révolution. De Web3, blablabla. Bon, c'est pas du Web3, mais passons. Est-ce qu'on est sur la prochaine révolution d'Internet où on va les champs des possibles est énorme, mais comment nous, la société, on va s'en emparer reste quand même très minime sur les prochaines années à venir. Qu'est-ce que vous voyez? Le potentiel est énorme, on est sûr, mais... C'est marrant que tu compares un petit peu avec Web3, parce qu'on a vu la même chose ici. 2022, Web3 à mort, tout le monde était à fond. Mais c'est marrant, moi je l'ai senti vraiment très différemment que l'IA. L'IA, j'ai l'impression que on connaît le potentiel, mais c'est un truc qui arrive en fait progressivement et on est en train de le voir venir. Donc je pense que ça va pas être, on vient de le dire, il fait pas des choses encore vraiment incroyables, mais c'est juste qu'on voit que demain, ça peut aller vraiment très loin. Donc j'ai l'impression c'est pas un truc qui va faire un pic dans 3 semaines et on va plus en parler. Je pense que c'est vraiment sur la durée. Et l'adoption va prendre plus de temps du coup que le Web3? Parce que le Web3, pour le coup, en termes de NFT qui ont perdu de la valeur et d'autres cryptos qui ont volé de l'argent à beaucoup de gens. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Ah non, t'as déjà des cas assez impressionnants. Enfin, je sais pas si vous avez vu Klarna, je sais plus c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours, quand même, qui te dit j'ai pu automatiser avec l'IA, tu vois, mon service client. Et ça a économisé 700 personnes. Donc techniquement, il peut supprimer 700 jobs. Alors, donc c'est la bonne question. Donc tu penses mais à remplacer le job? Sur certains jobs, oui, bien sûr. Des jobs typiquement dans les call centers, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que Téléperformance, qui est un spécialiste des call centers, son cours a fait bam. À cause de... Juste, c'était pas par rapport à ses propres résultats, mais par rapport au communiqué de presse de Klarna. Ce qui est assez fou quand tu vois. C'est intéressant. Donc, tous les jobs qui reposent, toutes les boîtes, les boîtes de services qui reposent sur des jobs qui peuvent être automatisés par l'IA, pour vous, il n'y a pas trop d'avenir sur ces boîtes-là. Bah oui, mais quand l'e-commerce est arrivé, t'as eu plein de vagues comme ça a supprimé des emplois, ça en a créé d'autres par contre, parce que va bien falloir, tu vois, équiper, même, tu vois, ça va te permettre, je sais pas, de te concentrer sur d'autres tâches aussi, tu vois, moi je vois bien, notamment dans l'univers de la compta, ils sont bien contents, ils vont pouvoir plus conseiller que de faire des manips un peu chiantes, donc non, moi je trouve qu'on commence déjà à avoir des trucs assez impressionnants. Je pense que en fait les boîtes ont un peu peur. Donc, tu vois, elles y vont pas... Moi, je connais aussi une plateforme, tu vois, d'intérim digital qui a testé des trucs. C'est-à-dire qu'il m'a dit, j'avais 40 recruteurs, j'ai testé ma petite IA, j'en ai plus besoin que de 2. Ah ouais. Mais en fait, il a dit, je veux pas les supprimer mes jobs comme ça maintenant. Ouais. Okay. Parce que, il dit, même moi là, j'ai un problème d'éthique. Il fait pourtant, j'adore la tech, c'est mon métier, je fais ça, je suis à fond. Mais là, il fait là, j'ai peur, quoi. Donc à lui d'essayer de les staffer sur d'autres missions, peut-être, c'est ça? Voilà, après, c'est comment tu... Voilà. Okay. On va terminer là-dessus, et vous allez répondre vous deux. Vous qui croisez plein d'entrepreneurs, du coup, c'est quoi les 2-3 traits qui ressortent le plus? C'est quoi les choses que tu vois chez un entrepreneur qui fait qu'il réussit? Oui, je sais, ce sont des questions très difficiles, mais je sais que tu as des réponses en tête, Charlie, c'est sûr. Des points communs? La passion, le travail, je t'en donne comme ça, mais... Non, parce que j'ai plein de bonnes et mauvaises choses qui me viennent en tête. Non, je suis d'accord. Tu vois, je suis d'accord. C'est très équilibre, pas simple. Ok. Ouais, je sais pas. C'est
c'est des gens très... Oh là, j'arrive pas à trouver les bons mots. C'est de peur de Tu dire me regardes, une bêtise. merci. Oui, c'est pour J'ai ça. pas les trouvé non plus. Peut-être y arriver. Non, mais c'est des gens... C'est quand même beaucoup d'ambition, quand même. Si on peut faire un terme assez général. La Qui plupart... dépasse l'argent. Ça Oui. dépend, mais oui, en général, oui. Il y a un truc Oui, au-delà. oui. Ok. Quand même. Et ils ont tous, des fois, moi, il y en a, je vais pas pointer les gens, mais des fois, ils me parlent d'une solution. T'as l'impression, je suis là, mais calme-toi, tu vas pas sauver des vies, quoi. Et c'est super ce que tu fais, tu vois. Tu fais un SaaS B2B, je sais pas pourquoi. Super, mais tu vois, ils ont une ambition de fou. Je suis là, Facilite la waouh, compta et- waouh, non, mais Non, mais voilà. oui, Et je c'est vois très ce que bien tu parce veux dire. qu'ils ont l'ambition, ils sont là, ils sont à fond. Donc, tant mieux, mais moi, d'ailleurs, je suis bon, ok. Bon, bah, si vous voulez tester votre idée, Non. allez la confronter à Charlie, vous aurez un feedback clair. En net. clair, c'est sûr. Bon, j'ai quand même juste envie de savoir une petite chose. Moi, je suis quelqu'un qui me disperse énormément. Est-ce que tous les entrepreneurs que vous rencontrez sont des gens qui sont tout le temps focus ou au contraire, vous en avez qui aiment passer du coq à l'âne et avoir plusieurs projets en même temps? Tu penses qu'il faut rester focus? Ah ouais? Ouais. Ah, de plus. Bon, bah, c'est la fin de ce super podcast. Je vais monter mes 5 boîtes en même temps et puis let's go. Non, mais ok, très, très clair. Tu partages aussi ça, Charlie. Oui. Et même, tu le vois de plus en plus et avec le contexte qui est plus compliqué. Les mecs sont maintenant, tu vois, bien, ils sont tous refocusés sur quelque chose, soit un produit, soit un seul modèle économique, soit, voilà. Focusez les gars et les filles. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu de l'interview. Bon, vous l'avez pas vu, mais je n'ai pas mes notes depuis tout à l'heure, d'où le fait que je lis des questions depuis tout à l'heure. Mais bon voilà, il me reste 2% de batterie, c'est parfait. On termine là-dessus et je dis un grand merde à tous ceux qui nous écoutent et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Salut et merci Rox et Charlie. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!